Alors, voyons voir. Alors, bonjour. Aujourd'hui, dans notre session de tutorat sur les sciences, nous allons parler d'aurore boréale. Et si je me rappelle bien, je pense que c'est une question de Vangelis. On va parler de l'œil parce que je suis allé voir l'optométriste cette semaine. J'ai eu quelques idées, je vais partager ça avec vous. Et on va aussi parler de capillaires aujourd'hui. Donc, on va parler du système sanguin. Donc, ça, ce sont les points que j'ai jusqu'à maintenant. Mais n'oubliez pas, le plus important, ce sont vos questions. Donc, au fur et à mesure que l'émission va, si vous êtes en direct, mettez-les dans le chat. Ça me fait plaisir de répondre. Si vous regardez en rediffusion, n'oubliez pas de les mettre dans la section commentaires et ça me fait toujours plaisir d'utiliser vos questions dans l'émission suivante. Donc, voyons voir. Première chose que nous allons discuter aujourd'hui sont, voyons voir, j'avais une superbe photo pour vous. Voyons voir, où est-elle? Elle est ici. Donc, voyons voir. Très bien. Le premier sujet que nous allons voir, c'est comment est-ce que les aurores boréales sont créées? C'est une excellente question. Si on regarde ici, on sait que, d'après les photos, il y a différentes couleurs. Il y a des personnes peut-être dans l'audience qui ont vu déjà des aurores boréales. Moi, j'en ai déjà vu lorsque j'étais au nord du Canada, ainsi qu'à Sudbury, où j'ai vécu pendant quelques temps. J'en parlerai dans un instant. Mais une chose que j'avais oubliée, point de vue vocabulaire, nous allons parler d'aurores boréales qui se retrouvent à l'hémisphère nord de la planète. Mais aussi, il y a des aurores australes. Et les aurores australes, c'est le même principe, mais sur l'hémisphère sud de notre planète. Donc ça, c'est intéressant. Donc, voyons voir si on peut discuter. Comment est-ce qu'on peut obtenir ces aurores boréales? Donc, voyons voir. Première chose qu'on a besoin pour faire des aurores boréales, on a besoin d'une source de particules. Donc ça ici, ça vient du Soleil. Donc voyons voir, on va faire ça ici. Notre Soleil est une source d'énergie qui est faite à partir de la fusion nucléaire. Donc, fusion. La fusion nucléaire se passe à l'intérieur du Soleil. Donc, je ne parlerai pas de la structure ici, mais il arrive que lorsqu'on arrive près de la surface, on a ce qu'il y a à l'intérieur, un matériel qui est très chaud et qui bouge constamment, un peu comme le manteau de notre planète Terre. Le centre de la planète est très chaud et dans le manteau, il y a des cellules de convection de magma. Dans le Soleil, près de la surface, il y a des cellules aussi de convection, comme ceci. Mais dans ces cellules de convection, qu'est-ce qui arrive quelquefois? C'est qu'ils vont créer quelques champs magnétiques et ils vont se retrouver avec des excroissances ici, on appelle ça des tempêtes magnétiques, qui seront à la surface. Mais il arrive quelquefois que ceux-ci sont très immenses et on se retrouve avec une tempête magnétique qui sort du Soleil et qui éclate. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on se retrouve avec des particules chargées. Donc, on a ce qu'on appelle du plasma. Particules chargées. Donc, qu'est-ce que c'est que ces particules chargées? Voyons voir. C'est un mélange de protons, d'électrons, des particules qui, puisqu'ils viennent du Soleil, sont très, très chaudes et donc ils ont une grande vibration et ils sont en état de gaz. Donc, si on prend les états de la matière, on a le solide, on augmente la chaleur, on a des liquides, on augmente encore, on a des gaz, et si on augmente encore plus la température, on se retrouve avec du plasma. Seulement des particules, aucune matière spécifique. Donc, on se retrouve avec des particules chargées qui voyagent dans l'espace. Donc ça, c'est la première chose qui est importante. Maintenant, deuxième partie, où est-ce qu'on voit les aurores boréales?
on les voit sur différentes planètes qui ont de l'atmosphère. Donc, il y a des aurores boréales sur la planète Terre, mais il y en a aussi sur la planète Jupiter. J'ai déjà vu quelques photos parce qu'il y a cette idée d'atmosphère. Donc, on a besoin d'une atmosphère pour cela. Donc, nous avons notre Terre ici. Notre Terre, il y a une atmosphère qui est comme ceci. Mais en plus, quelque chose d'intéressant sur notre planète, c'est qu'il y a un champ magnétique. Alors, donnez-moi un instant, je reviens. On a des personnes qui parlent fort à la maison, donc merci de votre patience. Lorsqu'on a notre planète Terre ici, nous avons un champ magnétique. Et le champ magnétique ressemble à comme ceci, mais puisqu'il y a un vent solaire qui arrive comme ceci, le champ magnétique est un peu déformé et il sera un peu comme cela. Donc, d'un côté, il est un petit peu poussé, de l'autre côté, il est plus loin. Alors, que se passe-t-il ici? On a des particules chargées qui voyagent. On a un champ magnétique qui peut affecter les charges, parce que n'oubliez pas, lorsqu'il y a des mouvements d'électrons dans une matière, il peut y avoir des champs magnétiques qui sont créés. C'est important. Donc, si on prend les aimants, les électroaimants, on fait bouger des électrons qui créent un champ magnétique. Alors, les particules chargées sont influencées par le champ magnétique. Maintenant, chose intéressante, la plupart de ces particules, lorsqu'ils arrivent vers le champ magnétique, vont rebondir ici. Donc, ils vont revenir comme ceci. Donc, ces particules vont être repoussées par le champ magnétique. Donc, ça n'affecte pas notre planète. En passant, le champ magnétique est super important justement pour nous protéger dans notre système solaire du Soleil. Alors, mais comment est-ce que ces aurores boréales, comme ceux-ci, alors, comme ceux-ci, voyons voir, comme ceux-ci peut être créés? Alors, on sait qu'ils sont créés surtout au pôle Nord et au pôle Sud de la planète. Comment ça? Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous avons les charges qui arrivent comme ceci, mais ils entrent en contact avec le champ magnétique ici. Et donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est un endroit où ils ont accès à un endroit plus près de notre planète. Et chose intéressante, il y a beaucoup plus d'action ici magnétique que sur les côtés. Alors, voyons voir. Comment se fait-il qu'il y a justement ces aurores boréales? Nous avons donc des charges, des particules chargées qui ont beaucoup d'énergie. Lorsqu'ils arrivent dans notre atmosphère, ils rencontrent des molécules. Il y a de l'oxygène, de l'azote et d'autres matières. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que ces particules avec beaucoup d'énergie entrent en contact avec notre atmosphère et excitent ces molécules. Alors, les molécules d'oxygène et d'azote sont excitées, donc ils augmentent leur énergie, mais ils ne gardent pas leur énergie pour toujours. Et donc, lorsqu'ils redisent, OK, j'ai été excité, maintenant je dois revenir à mon niveau normal, ils émettent des longueurs d'onde. Et lorsqu'ils émettent les longueurs d'onde, c'est les longueurs d'onde de lumière visible. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Vous allez dire, comment est-ce que ça fonctionne, ceci? Alors, vous savez, lorsque quelqu'un va prendre, je ne sais pas, va prendre une collation qui a beaucoup de sucre, la personne va avoir de l'énergie beaucoup pendant un certain temps et après ça, il y a une perte d'énergie parce que l'énergie a été utilisée et le corps devient fatigué. Et après, on a cette baisse d'énergie. Même principe avec les molécules. Donc,
Les molécules de l'atmosphère deviennent excitées, augmentent d'énergie et après un certain temps reviennent à leur niveau énergie normal. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a des longueurs d'onde. Cette énergie est repoussée, mais en forme d'onde lumineuse. Donc ça, c'est intéressant. Alors, pourquoi est-ce que les aurores boréales vont continuer? Et il y en a plusieurs pendant quelques 30 minutes à 1 heure. C'est qu'il y a bien sûr toujours une quantité de ces particules chargées qui arrivent ici. Maintenant, ceci arrive toujours. Donc ça veut dire que si les particules chargées entrent dans l'atmosphère le jour, on ne peut pas les voir parce que la quantité de lumière est très faible. Donc la lumière du jour annule cela. C'est pour ça qu'on ne voit pas d'aurore boréale le jour. Par contre, la nuit, il n'y a pas la lumière du soleil, il n'y a pas de compétition et donc on se retrouve avec ces aurores boréales. Donc, c'est toujours fantastique de voir. Mais la question c'est, OK, il y a plusieurs couleurs. Comment se fait-il que les aurores boréales ont plusieurs couleurs? Et ça, c'est quelque chose, j'ai fait un peu de recherche hier parce que je ne savais pas. Donc, si nous avons, revenons ici, si nous avons des molécules d'oxygène comme ceci, il y a quelques couleurs qui sont faites. Il y a des couleurs vertes lorsque c'est dans l'atmosphère, mais à une altitude plus basse, et ça va au rouge lorsqu'on va en hauteur. Donc, si on regarde ici notre dessin, on peut voir que ici, la plupart sont vertes. Alors, les aurores sont vertes ici, ici aussi. Ça, c'est parce que ce sont les particules chargées qui entrent en contact avec les molécules d'oxygène. Et lorsque les molécules retombent à leur énergie habituelle, envoient des ondes vertes. Par contre, puisque la densité diminue avec l'altitude, ces mêmes molécules d'oxygène vont créer en altitude haute une couleur qui est plutôt rouge. Donc moi, lorsque je travaillais dans le nord du Canada, j'ai vu des aurores boréales qui ressemblent à ceci, où c'était vert vers le bas et ça montait au rouge. J'ai vu aussi certaines nuits où c'était rose seulement. Donc ça veut dire que c'était en haute altitude seulement. Donc c'est intéressant de voir. Donc l'altitude fait une différence et la molécule qui est excitée fait aussi une différence. Donc, voyons voir si j'ai une autre. Donc, je vais chercher quelques photos qui pourraient être intéressantes. Alors, ici, on peut voir, lorsqu'on regarde notre planète, ce n'est pas une photo qui est la plus claire, mais on peut voir que les aurores boréales se font dans l'atmosphère lorsque ces particules chargées arrivent à ce moment-là. Donc, voyons voir si je peux... Alors, ça ici. Donc, on peut voir un petit peu. J'essaie de trouver parce que, est-ce que vous avez une idée? Quel est l'autre gaz qui est important dans notre atmosphère? Je ne sais pas si... C'est un peu difficile à voir. Peut-être qu'on peut utiliser ceci. Alors ça, c'est le coucher du soleil. C'est peut-être pas aussi évident. Est-ce que quelqu'un a une idée quel est l'autre gaz qui est en abondance dans l'atmosphère? Donc, on a parlé de l'oxygène. On sait qu'il en a parce qu'on inspire et expire. Et cet oxygène qu'on a besoin, c'est l'azote. Donc, l'azote, lorsque les particules chargées arrivent sur ces molécules sont beaucoup plus serrées. Alors, ils sont pas nécessairement plus massifs, mais les liens entre les atomes sont plus forts. Alors, lorsqu'ils ont de l'énergie de ces particules chargées et qu'ils perdent leur énergie après un certain temps, ils vont émettre des ondes, des ondes qui sont beaucoup plus... Alors, j'ai regardé, ça semble être mauve mauve comme couleur. Pourquoi est-ce que l'azote et l'oxygène ont des couleurs différentes lorsqu'ils réagissent avec des particules chargées? C'est à cause de la masse volumique ainsi que les ondes qui sont relâchées
avec le processus. Donc, en gros, c'est ça. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec... Donc, ici, on peut voir, je ne sais pas si... Donc, on peut voir qu'il y a une certaine couleur mauve ici, mais c'est difficile de voir si c'est le coucher du soleil ou est-ce que c'est les aurores boréales. Mais tout de même, c'est comme ça que se forment les aurores boréales. Et c'est pour ça qu'on les trouve avec des aurores boréales au nord, où il y a beaucoup plus d'accès pour les particules chargées, ou les aurores australes avec le pôle sud ici. Donc voilà notre première question. C'est une excellente question. Et si je me rappelle bien, c'était alors ici, voilà, Chiffre Alphabet avait mis dans les commentaires, c'est ça, l'azote de l'atmosphère qui fait presque 80%, donc entre 70 et 80% de la matière dans l'atmosphère, elle est aussi affectée par ces particules. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance de voir cela. Je sais que quelquefois, lorsque les particules affectent les atmosphères encore beaucoup, beaucoup plus haut, ça va tourner au blanc. Alors, quelquefois, on peut trouver dans voyons voir, les latitudes beaucoup plus basses, quelquefois, on peut en voir des blanches. J'étais près de la ville de Québec il y a très longtemps, lorsque j'étais ado, et on jouait à un jeu de Donjon Dragon. Et puis, il y avait un mage, il y avait deux magiciens qui avaient comme une genre de conflit, et il y avait eu des aurores boréales blanches, mais en haute altitude durant cela. Ça faisait un environnement qui était intéressant. Donc, oui, ils peuvent descendre ici, mais très rarement au pôle, parce que les particules rebondissent sur le champ magnétique. OK. C'est le temps pour moi de prendre une gorgée d'eau et on va passer à la prochaine question. Et en passant, si vous aimez l'émission jusqu'à maintenant, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à faire le petit pouce comme ceci pour dire que ça va bien. Et n'oubliez pas, mettez vos questions dans la section chat ici. Ça me fait plaisir de répondre et moi, je vais répondre à ceux-ci. Si vous regardez en rediffusion, n'oubliez pas de les mettre dans la section commentaires parce que je regarde toujours vos commentaires et ça me donne des idées pour les émissions suivantes. OK. Voyons voir. Alors, deuxième question que nous allons regarder aujourd'hui. Voyons voir. On va effacer le tableau comme ça on peut. OK. Donc, voyons voir notre deuxième question aujourd'hui. Et la question que nous avons maintenant de Chiffre Alphabet est la suivante. Pourquoi est-ce que le sang est de couleur rouge? Excellente question. Donc, voyons voir si on peut essayer de comprendre un petit peu plus comment est-ce que cela va. Donc, alors dans le sang, il y a rouge et il y a oups. OK, je vais faire ça comme ceci. Alors, lorsqu'on a le sang, et si on était pour le diviser, donc ici c'est une division assez simple, nous avons une partie qui contient ce qu'on appelle les globules rouges. Donc, les globules rouges. Les globules rouges donnent cette couleur rouge au sang. Si on était, alors pour ceux qui font des tests pour le sang ou lorsqu'on donne du sang, souvent ils vont séparer cela. Il y a une section que c'est des plaquettes qui sont utilisées pour certaines
opération ou en médecine pour aider des personnes pour refaire leur système immunitaire. Le plasma ici, moi, quand j'étais à l'école, ils les appelaient des globules blancs. Mais ça ici, c'est tout ce qui concerne l'eau. C'est avec les globules blancs, le système immunitaire, toute la partie qui transporte, qui s'assure que notre sang est liquide et va partout. Maintenant, la question de chiffre alphabet concerne les globules rouges et voyons voir qu'est-ce qu'il en est. Voyons voir. Alors, les globules rouges, c'est une façon de le dire. Une autre façon, de façon médicale, on va appeler ceci l'hémoglobine. L'hémoglobine, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Alors, si on était pour regarder sous un microscope, voyons voir, on peut regarder. On a ici alors, on va voir. OK. Merci de votre patience. J'essaie de trouver une photo qui semble intéressante. Je vais choisir celle-ci. Il n'y a pas de droit d'auteur. Donc, c'est toujours important pour moi de penser à cela. Donc, si on regarde ici, donc on a une photo ici du système sanguin. Donc, c'est soit une veine ou une artère ici. Et on a ce qu'on appelle les globules rouges. Habituellement, c'est des petits disques. Ces petits disques sont arrondis. Ça nous permet de pouvoir circuler facilement. Maintenant, ces globules rouges ont cette molécule qu'on appelle l'hémoglobine. Et l'hémoglobine, ce qui est intéressant, c'est que s'il y a de l'oxygène qui est prêt, elle veut attraper cela. Donc, ça ici, l'hémoglobine aime certains gaz. Ils aiment l'oxygène. Et donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que, et je vais parler de ceci lorsqu'on va parler un peu plus des poumons. Il y a plein de choses, je pense qu'on va peut-être finir l'émission sur cela. L'hémoglobine aime s'attacher à certaines molécules. Il aime s'attacher à l'oxygène. Et qu'est-ce qui arrive lorsque l'hémoglobine s'attache à l'oxygène? Chose intéressante, l'hémoglobine contient un élément qui est le fer. Donc, qu'est-ce qui est intéressant lorsque le fer et l'oxygène viennent ensemble? Pensons, vous savez, lorsque vous allez à quelque part, il y a un morceau de métal de fer qui est à l'extérieur pendant un certain temps. Ce morceau de métal va commencer à rouiller. Et lorsque le métal devient rouille, il va devenir orangé à rouge. C'est un peu le même principe avec les globules rouges. Les globules rouges, ce sont un regroupement de molécules. Dans ceux-ci, l'hémoglobine aime ici l'oxygène et avec le fer, aura cette couleur qui est plutôt rouge comme cela. Et donc, c'est la raison principale pourquoi que le sang est rouge. Maintenant, chose à considérer, l'hémoglobine va aussi s'attacher avec un autre gaz qui est le CO2. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, je vais retourner ici, lorsque l'oxygène et le fer s'associent ensemble, le sang a tendance à être rouge. Par contre, lorsque il y a du CO2, on a le rouge comme ceci, bleuté. Ce qui est intéressant, c'est que l'oxygène n'est pas avec le fer seulement, mais c'est une autre molécule. Et donc, dans notre corps, on se retrouve avec le sang qui a deux propriétés intéressantes. Lorsque le sang est riche en oxygène, il a tendance à être rouge. Par contre, lorsque l'hémoglobine ici, le fer, est associé avec le CO2,
on se retrouve avec un sang qui est un peu plus bleuté. Et donc, on peut même le voir, quelqu'un qui se coupe et le sang, il arrive quelquefois, il y a quelques gouttes de sang. Quelqu'un qui les voit côte à côte peut voir qu'un sang qui est riche en oxygène est beaucoup plus rouge clair et un sang qui est pauvre en oxygène. Donc, il y a moins d'oxygène parce qu'il a été utilisé par le corps. Donc, le CO2 remplace l'oxygène parce que le CO2, c'est les déchets. On se retrouve avec un sang qui est beaucoup plus foncé. Et ça, c'est intéressant, tiens. Je voulais vous montrer une photo lorsque je suis allé. Tiens, je vais vous montrer ça, c'est pas mal cool. Donc, ça, c'est une photo qui se rapporte. Alors, lorsque je suis allé voir l'optométriste, il a pris des photos pour voir ma rétine. Donc, la rétine, qu'est-ce que c'est? C'est que lorsque nous avons l'œil comme ceci, c'est la partie à l'arrière qui est ici. Donc, on a la rétine derrière, on a la fibre optique, donc toute l'information va au cerveau ici. Donc, si on regarde ici, nous avons ici l'endroit où il y a le nerf optique. On peut voir que toute l'information va au cerveau, mais c'est là que les vaisseaux sanguins vont aussi passer. Et je parlais avec la personne, et si on regarde la photo ici, j'ai appris avec la discussion, que si on regarde, il y a ici un vaisseau sanguin qui semble un peu plus foncé, et celui-ci aussi. Donc ça, ce sont deux veines. Par contre, ce sont deux veines parce qu'ils sont riches en dioxyde de carbone, parce que notre œil, c'est vivant, et ils utilisent l'oxygène. Et les vaisseaux sanguins qui sont beaucoup plus pâles, mais encore rouges, ce sont des vaisseaux qui sont des artères qui arrivent avec beaucoup d'oxygène et donc est beaucoup plus clair. Donc, on peut voir, alors l'optométriste pouvait voir et m'a montré que même avec ces petits vaisseaux sanguins, on peut voir la différence. Que ce soit rouge, alors ici, du sang qui est riche en oxygène, et ici, beaucoup plus foncé, mais toujours rouge. Alors, si on ajoute un petit côté bleuté, donc plus foncé, on se retrouve ici avec des vaisseaux sanguins où l'oxygène a été déposé dans les cellules. Le sang a pris le CO2 parce que les cellules créent des déchets de dioxyde de carbone et va le ramener au cœur tranquillement. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, ça, c'est intéressant que tu poses cette question-là. Donc, alors j'espère que j'ai répondu à la question ici avec le sang rouge et pourquoi il est rouge et pourquoi il peut être bleuté. Et je vais parler un peu de l'œil parce qu'on a l'image ici. Et tout à l'heure, je vais revenir avec cette idée de sang et comment est-ce qu'on fait la différence entre artère et veine, comment est-ce qu'on fait la différence sur la direction du sang, le cœur et les poumons. On va parler un peu de bio aujourd'hui, ça va être intéressant. Alors, ça ici, alors voyons voir. Je ne sais pas si on peut faire ça comme ça. OK, pourquoi pas. Donc, la deuxième question que nous allons voir aujourd'hui, c'est comment est-ce que la structure de l'œil peut nous aider et comment est-ce qu'il faut faire attention à nos yeux si on passe beaucoup de temps à l'ordinateur. Donc, voyons voir. J'ai parlé il y a quelques instants de la rétine derrière ici. On peut voir ici que toutes les informations optiques vont passer ici, mais il y a aussi tous les vaisseaux sanguins qui vont aller dans l'œil. Donc, si on regarde la photo de notre rétine, on peut voir qu'ici, il y a le nerf optique. On peut voir que c'est là que les vaisseaux sanguins entrent et sortent. Mais c'est là aussi que tous les nerfs, tout le système nerveux qui prend les formations de couleurs et va l'envoyer au cerveau. Il m'a aussi mentionné que si on regarde ici, il y a un point qui est un petit peu plus foncé ici. Alors, le point un petit peu plus foncé, c'est qu'il y a à cet endroit une augmentation de récepteurs pour voir les couleurs. Donc, je comprends qu'il y a des personnes qui peuvent voir, si tout va bien, on voit plusieurs couleurs.
Il y a plusieurs difficultés. Souvent, c'est la génétique où certaines personnes ne peuvent pas voir certaines des couleurs. Mais tout de même, l'endroit où on a le plus de récepteurs, surtout pour le jour, se retrouve ici dans le centre. Et donc, on appelle ça, juste parce que je vais le dire, je l'ai oublié. J'ai oublié le nom. C'est une excellente question. Je vais faire ma recherche sur cela. Alors, augmentation des récepteurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que, OK, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de récepteurs plus loin? Ce n'est pas vrai. Alors, vous savez, lorsqu'on regarde on veut regarder une photo et on veut regarder les détails, on va se concentrer énormément avec nos yeux sur un endroit spécifique. Ça, c'est pour s'assurer que le plus d'informations possible arrive ici. Maintenant, vous allez dire, lorsque c'est le jour, il y a les couleurs, c'est très facile. Mais lorsque je regarde la caméra ici, moi, je peux voir en périphérie ce qui se passe. Ça veut dire qu'il y a des récepteurs de chaque côté de cet endroit qui est là. Maintenant, chose intéressante aussi, c'est que ce point-ci se concentre surtout pour voir les couleurs. Ça veut dire que pour voir la nuit, c'est beaucoup plus difficile parce que la nuit, c'est soit il y a de la lumière ou il n'y a pas de lumière. Donc la nuit, nos yeux ne sont pas aussi précis parce que nos yeux sont faits pour travailler le jour. Par contre, si vous aimez l'astronomie et vous voulez voir les étoiles, vous pouvez dire, OK, je regarde les étoiles intensément à un endroit. Je vais remettre ici pour que vous puissiez voir. Si je remarque, si vous regardez une étoile directement, il se peut que vous remarquiez que c'est comme si l'étoile arrivait, mais elle était un peu floue. Et la raison pour cela, c'est que lorsque vous regardez une étoile, celle-ci envoie de l'information, mais seulement en lumière ou non à notre œil. Mais ce point précis de l'œil a la difficulté à observer noir et blanc. Alors, si vous voulez voir des étoiles, la meilleure chose, c'est de regarder juste un petit peu à côté de l'étoile, soit d'un côté ou soit de l'autre, en haut ou en bas. Et la raison pour cela, si on revient ici sur notre photo, c'est que si nous regardons juste un petit angle différent, au lieu de se concentrer sur l'étoile, sur ce point ici, on va utiliser les espaces autour où il y a moins de récepteurs de couleurs et plus de récepteurs pour lumière et pas de lumière. Et c'est pour ça que c'est plus facile à voir. Mais chose intéressante, vous savez le point qu'on a mentionné ici, il y a ce qu'on appelle où tous les nerfs et les vaisseaux sanguins vont. Il n'y a pas de récepteur là. Ça veut dire qu'on appelle ça le point aveugle. Alors, il y a des personnes qui peuvent le chercher. Si on va sur Internet, on peut voir si on regarde un point spécifique ou une image et qu'on déplace notre œil d'un côté ou de l'autre, c'est comme si le point disparaît. Ce n'est pas qu'il disparaît, c'est que notre œil n'a pas le récepteur pour cela. Donc, ça, c'est intéressant de voir ce côté-là. Donc, notre œil est une machine biologique spécialisée pour voir les couleurs la journée ici, mais un peu moins la nuit. Mais tout de même, on a des trucs pour pouvoir aider. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose que mon optométriste a mentionné. Deuxième chose que mon optométriste a mentionné aussi, voyons voir si je peux mettre ça un peu plus grand. Voilà. Nous travaillons en ligne pour l'école depuis un certain temps. Ça veut dire que le focus de notre œil peut changer. Alors, la question que j'ai ici, c'est la suivante. Est-ce qu'il y a moyen de faire attention à nos yeux? Donc, même si on ne regarde pas toujours un écran ou on est toujours en ligne, est-ce qu'il y a moyen d'aider nos yeux à ne pas se fatiguer trop? Et voici comment est-ce qu'on peut faire cela. Donc, il y a quelques instants, on a parlé de la rétine. C'est là que l'information arrive pour que notre cerveau puisse comprendre. L'information arrive de l'extérieur de notre corps, passe par la pupille ici, et il y a ce qu'on appelle ici le cristallin. Donc, le cristallin, le mot est juste ici.
Le cristallin, qu'est-ce qu'il fait? C'est que lorsque la lumière arrive, ça permet de pouvoir avoir un focus sur ce qu'on regarde. Donc, par exemple, si moi je regarde la caméra qui est juste ici, donc juste ici, mais que je mets ma main ici, ma main est un peu floue par rapport à la caméra. Et vu que je me concentre sur la caméra, si je regarde une image qui est à 5 mètres plus loin, cette image serait floue aussi. La raison pour cela, c'est que à l'intérieur de mon œil, il y a un cristallin, c'est comme une loupe, une lentille qui peut changer de forme. Et c'est important de changer de forme. Comme ça, si je regarde ma main ici, je peux la voir qui est au focus, mais la caméra non. Je peux me concentrer sur la caméra. Mais si je regarde à l'extérieur, je peux aussi regarder la forêt un petit peu plus loin. D'une façon ou d'une autre, nos yeux peuvent s'adapter à la vision de près ou à la vision de loin. Pour faire cela, on a besoin de notre cristallin qui est ici. Ça veut dire que notre cristallin est une lentille qui peut changer de forme. Elle change de forme parce qu'il y a des petits ligaments. Donc, c'est comme si c'était des élastiques qui peuvent tirer et qui peuvent se relâcher. Donc, s'il se relâche, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on a une lentille qui est plus grande comme ceci. Si on tire de chaque côté, notre cristallin devient plus mince. Donc, voilà. Je ne sais pas. J'aurais dû trouver une photo pour montrer cela, mais c'est pas grave. Comment est-ce que ceci se fait? Il y a ici des petits muscles qu'on appelle des muscles ciliaires ici et là. Donc, quand je fais mes classes virtuelles, après 20-25 minutes, je dis toujours à mes élèves, c'est le temps de se lever, de regarder à l'extérieur et de faire autre chose que de regarder l'écran. Parce que lorsqu'on regarde un écran à une même distance pour une longue période de temps, qu'est-ce qui arrive? C'est que les petits muscles ici se fatiguent et donc on perd le focus ici. Alors, lorsqu'on regarde une certaine distance et qu'on regarde plus près, on change l'état de ces muscles. Les muscles bougent un petit peu et on peut avoir un focus qui est plus important et plus clair. C'est un peu comme nous. Si on reste assis sur une chaise pendant 3 heures et on se lève, on ne se lève pas aussi facilement que si on avait bougé depuis un certain temps. C'est la même chose avec les yeux. Donc, je vais donner un autre exemple. Vous savez, si vous êtes pour lever une grosse boîte, vous pouvez la tenir pendant 10 secondes. Mais si vous la tenez pendant 30 secondes, c'est comme si la boîte devenait plus pesante. Et si vous tenez la boîte pendant 5 minutes, il se peut qu'elle devienne tellement pesante que vous devez mettre la boîte par terre et vos muscles vont faire mal et vont prendre un certain temps à pouvoir bien se sentir. C'est la même chose avec les yeux. Donc, lorsque vous faites du travail en ligne ou regardez des vidéos ou autres, de temps en temps, à tous les 20 minutes, 45 minutes, levez-vous. Allez marcher un petit peu, regardez à l'extérieur. Comme ça, vos muscles vont pouvoir se relaxer et vous allez voir, ça sera plus facile de vous concentrer. Et une autre histoire sur cela, quelquefois alors maintenant je fais beaucoup plus de choses en ligne, mais lorsque je lis un livre, si je lis un livre pendant un certain temps, ça va, 20-25 minutes, mais lorsque je lis pendant 1 heure, par exemple, qu'est-ce qui arrive? C'est comme si, parce que je porte des lunettes, les lettres, la lecture est beaucoup plus difficile parce que mes yeux sont fatigués. Alors, si je travaille pendant 1 heure et ma vision est moins claire, ce que je fais, c'est que je fais une autre activité. Je fais des choses dans la maison, je vais prendre une marche et lorsque je m'assois pour recommencer, c'est comme si je n'avais pas lu du tout. Donc, mes yeux, j'ai oxygéné les muscles ici ciliaires, mes yeux vont bien, je peux recommencer à travailler. Donc, une variété ici est importante et c'est bon pour votre corps. Donc, ça, c'est un peu le point que je voulais mentionner sur pourquoi c'est important d'aller faire un tour à l'extérieur de temps en temps ou juste regarder par la fenêtre, juste pour faire travailler vos yeux. Et n'oubliez pas, le cristallin peut bouger. Ça veut dire qu'avec la vieillesse, il peut devenir un petit peu plus dur. C'est pour ça que souvent les personnes doivent porter des lunettes lorsqu'ils
deviennent plus vieux. Par contre, quelqu'un qui fait toutes sortes de choses, fait travailler ses muscles ciliaires, quelquefois, ils peuvent porter des lunettes beaucoup plus tard dans la vie parce qu'ils ont pratiqué leur cristallin à bouger et leurs muscles ciliaires sont en santé. Donc, point important pour ceux qui travaillent en ligne. C'est bon, c'est bon. Donc, ça, c'est notre deuxième sujet aujourd'hui. Donc, voyons voir. On va prendre de l'eau. Donc, bien sûr, si vous aimez les explications jusqu'à maintenant, prenez la chance de vous abonner à notre chaîne. Mettez vos questions dans la section chat si vous êtes live. Sinon, mettez votre question dans la section commentaires parce que ça me fait plaisir de les utiliser pour les émissions suivantes. Merci, chef Alphavet. Je suis content que tu aies apprécié la réponse. Alors, voyons voir notre prochain sujet. Comme ceci. Comme ceci. Alors, voyons voir. La prochaine question que nous allons voir se rapporte ici. Comment est-ce que toutes nos cellules dans notre corps finissent par avoir de l'oxygène et de la nourriture et que les déchets de chacune des cellules quittent les cellules pour être excrétés de notre corps, soit quittés par les poumons ou par les déchets liquides ou solides? Le secret, ce sont les capillaires. Donc aujourd'hui, le sujet que j'aimerais mentionner, ce sont les capillaires parce que c'est quelque chose qu'on ne pense pas quelquefois, mais qui est à la base de ce qu'on a besoin pour vivre. OK. Nous savons que nous avons le cœur ici, et lorsqu'on a le cœur, on sait qu'il y a ici une grosse artère qui va quitter le cœur. Donc, l'aorte est une artère. Qu'est-ce que c'est une artère? C'est un vaisseau sanguin qui quitte le cœur. Donc ça, c'est la première chose. Ça veut dire que lorsque on a du sang qui quitte le cœur, le sang va quitter pour deux endroits spécifiques. Il va aller au poumon, ici, comme cela, et il va aussi aller au cerveau et va aller dans le corps. Donc, les artères, chose intéressante, vont quitter le corps. Il y a les artères qui vont aller au cerveau. Il y a les artères pulmonaires qui vont dans les poumons. Les artères, souvent, voilà. Ici, les artères quittent le cœur. Maintenant, lorsque les artères vont dans le corps, il y a de l'oxygène ici et il y a de l'oxygène qui va dans le cerveau. Il y a bien sûr ce qu'on appelle le sang qui va revenir comme ceci et comme cela. Et donc, les veines arrivent au cœur. Donc ça, c'est quelque chose à considérer. Maintenant, lorsqu'ils arrivent au cœur, quelquefois, ils peuvent avoir, alors ici, il y a du CO2 et ici, il y a du CO2. Maintenant, comment se fait-il qu'un sang a de l'oxygène et d'autres fois, il y a du dioxyde de carbone? Ça, c'est notre prochaine chose qu'on va regarder. Lorsqu'on a des cellules, par exemple, de muscles,
Donc, ici, on a une cellule. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est que nous allons avoir ici il y a l'aorte qui est ici un gros vaisseau sanguin, mais lorsqu'il va quitter, il va aller pour les organes digestifs, aller voir les muscles et les jambes. Donc, les vaisseaux sanguins se divisent en petits tubes de plus en plus petits, jusqu'à ce qu'on arrive avec un tube qui est tellement petit que seulement quelques globules rouges peuvent passer à la fois. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que nous avons ici des capillaires, et ça c'est le mot ici, capillaires, comme cela. Et les capillaires, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils sont tellement petits, que lorsque nous avons du sang riche en oxygène, l'oxygène va rentrer ici, et on a le CO2 qui va sortir parce que le cellule n'a plus besoin de CO2. Et donc, on va se retrouver avec des capillaires qui arrivent aux cellules, va donner l'oxygène pour que la cellule du muscle puisse continuer à faire son travail. Ici, le CO2 va quitter et on se retrouve ici avec des capillaires, des petits vaisseaux où il y a des échanges gazeux. Et ceci se passe dans tout le corps. Ça veut dire que si il n'y a pas de vaisseau sanguin et il n'y a pas de capillaire, la cellule ne reçoit pas d'oxygène, ne peut pas donner le CO2, les cellules peuvent mourir. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Donc dans les cellules, c'est comme ça qu'on donne l'oxygène et on prend le CO2. Une autre chose intéressante maintenant. Comment est-ce que le sang finit par avoir de l'oxygène et se débarrasser du CO2? Ça, c'est une petite partie qu'on appelle des alvéoles. Et les alvéoles, on les a dans les poumons. Alors, que se passe-t-il dans les alvéoles? On a du sang qui arrive comme ceci. Oups, je vais faire le dessin. Le sang riche en CO2 arrive comme ceci, va autour de l'alvéole. Et lorsque on finit par sortir de l'autre côté, nous avons beaucoup plus d'oxygène. OK. Comment cela se passe-t-il? Quand moi j'inspire, dans mes poumons, il y a plus d'oxygène que dans le sang. Donc, le sang va dire, oh, il y a plus d'oxygène dans les poumons, donc l'oxygène des alvéoles va aller dans les capillaires et on se retrouve avec de l'oxygène dans le corps. Lorsque j'expire, il y a plus de CO2. Pourquoi? C'est que lorsque j'inspire, dans l'alvéole, il y a plus d'oxygène, donc l'oxygène va dans le sang, mais dans mes poumons, il y a moins de CO2 que dans le sang. Donc, ici, le sang dit, oh, moi, j'ai plus de CO2 ici que dans l'alvéole, donc le CO2 va être envoyé dans l'alvéole et donc, moi, j'expire celui-ci. Donc, dans une alvéole, on a besoin de capillaires de façon à ce qu'il y ait un échange gazeux. Il y a un échange gazeux ici, dans les alvéoles des poumons, et il y a un échange d'oxygène et de CO2 à l'intérieur de chacune des cellules. Et donc ça, c'est le principe qu'il y a des échanges ici. Les échanges se font où? Les échanges se font dans les capillaires. Ils se font dans les capillaires parce que on a besoin des vaisseaux sanguins tellement petits que l'on peut facilement faire des échanges gazeux. Et bien sûr, dans la cellule, la même chose arrive pour donner de l'eau si nécessaire, donner des nutriments si nécessaire, ou se débarrasser de d'autres molécules que les cellules disent « OK, je n'ai pas besoin de cela ». Et c'est renvoyé dans le sang pour être évacué. Et voilà, ça c'est l'importance des capillaires ici. Alors, j'ai une question ici.
Et la raison, c'est que je suis allé... quelqu'un me parlait de quelqu'un qui fait de l'activité physique, tandis que quelqu'un qui est plus sédentaire. Quelqu'un qui fait beaucoup d'activité physique a souvent plus de muscles, plus de cellules musculaires, donc plus de capillaires. Donc, ce qui arrive, c'est que si la personne se coupe, va tendance à saigner un peu plus que quelqu'un qui est plus sédentaire, qui a des muscles plus petits et donc moins de capillaires. Donc, les personnes ont tendance, s'il y a une petite coupure, de saigner un petit peu moins. Donc, c'est intéressant de ce côté-là. Donc, voilà pourquoi que les alvéoles, les capillaires sont importants. Et puis, il y avait une autre chose. OK. Vous savez, quelquefois, lorsqu'on se fait frapper, on a mal un petit peu et on a un endroit où on va dire, ah, c'est bleu, il doit y avoir un vaisseau sanguin, des vaisseaux sanguins qui ont brisé et le sang va dans notre corps. Et éventuellement, ça va aller du bleu au pourpre, ça va aller au vert et jaune et ça va disparaître. Mais si les vaisseaux sanguins brisent, comment est-ce que le sang peut continuer à aller à toutes les cellules? Et ça, c'est la beauté des capillaires. Les capillaires sont là pour transporter le sang, mais s'il arrive qu'un capillaire ou deux est brisé, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'un capillaire qui avait transporté quelques globules rouges peut s'agrandir pour former des vaisseaux plus grands. Et donc, c'est pour ça que les capillaires sont intéressants, ils s'adaptent aux besoins. Donc, si on se coupe et on dit, ah, comment est-ce que les cellules vont pouvoir continuer à vivre parce qu'ils ont besoin d'oxygène et se débarrasser du CO2, c'est que les capillaires s'adaptent. Oh, on a besoin de plus de sang là, je vais grandir le diamètre et les mettre plus épais pour pouvoir continuer et s'assurer que le corps est fantastique. Donc, petit point sur les capillaires parce que c'est très important dans notre corps. Voyons voir, j'ai une question ici. Et la question ici est de Sophie. Avez-vous des astuces pour les examens de 10e année? C'est une bonne question. Voyons voir. Alors, chose à considérer. Si l'examen... Alors ici, ça dépend le temps que tu as. Si l'examen est demain, donc on n'a pas trop de temps, voici mes suggestions. C'est d'aller voir les tests que tu as faits durant le semestre ou durant le cours, parce que n'oublie pas que, alors ici en Ontario, un cours est à peu près 110 heures. Il y a 4 unités, donc 4 tests que vous avez faits. Vous avez peut-être pris 4 heures pour faire 4 tests comme ceci. Et maintenant, vous avez un examen de 1 heure ici. Donc, chose intéressante, vous avez appris des choses ici. Les tests étaient pour s'assurer que vous comprenez ce que vous avez fait durant tout le cours. Et l'examen est là pour confirmer que vous savez ce qui s'est passé. Donc, vous avez vos tests, 4 heures de 4 tests d'unité. Si vous utilisez cela, c'est un bon début. Donc, ça, c'est la première chose pour toi, Sophie. Une autre chose possible, c'est si tu regardes les manuels, si tu as un manuel scolaire, donc quelque chose qui ressemble à ceci. Donc ça, c'est celui que j'utilise à mon école. À la fin de chaque chapitre, il y a des questions, mais à la fin de chaque unité, il y a des questions qu'ils appellent des questions de révision du module. Donc, vous allez dire, oh, mais il y a tellement de questions. Moi, je dis, trouve un ami ou une amie et ce que vous avez fait, vous pouvez le faire en personne ou au téléphone et vous répondez aux questions verbalement. Comme ça, vous pouvez passer rapidement à toutes sortes de questions et si vous n'êtes pas sûr, vous avez accès au livre.
Ça, c'est une autre possibilité. C'est ça. L'autre possibilité, si tu regardes, voyons voir. Oh, voyons voir si je peux voir cela. Si tu regardes, et je sais, je vais faire un peu de publicité, mais c'est un peu comme ça, parce que j'ai commencé ma chaîne YouTube pour mes élèves de 9 et 10. Si tu vas voir, ici, j'ai des vidéos sur presque tous les sujets de la 9e et de la 10e. Et surtout, et voyons voir, les plus anciens. Les plus anciens ont des revues qui sont un petit peu plus... Ça étaient des longues vidéos et j'ai remarqué qu'ils ne sont pas les meilleurs, mais ce sont des révisions. Alors, j'ai la revue ici en 3 parties de l'optique. J'ai aussi la révision de la chimie qui est ici. J'ai la révision de l'unité d'électricité, en 9e, écosystème. And yeah. So ça, ce sont ceux que j'ai ici. Donc, tu as 2 unités là pour la 10e. Est-ce que c'est les meilleures vidéos? C'est les premiers que je faisais. Et c'est drôle parce que j'avais peur de montrer mon visage dans ce temps-là. Donc, je suis en train de repenser de refaire les vidéos, c'est intéressant. Donc, mes plus vieux vidéos peuvent être une idée. Voilà, voilà. C'est ça. Donc, et bien sûr, si tu as la chance, tu peux aller voir tes notes de cours comme ceci. Comme ça, tu peux réviser si tu veux. Donc, ça, c'est quelque chose que tu peux faire pour l'examen, surtout si c'est demain. Maintenant, si vous avez le temps, donc j'ai expérimenté ce semestre-ci, donc depuis le mois de septembre. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai fait dans ma classe d'anglais et je l'ai fait aussi dans une classe de français et j'appelle ceci un logbook. Donc, en français, ça pourrait être, je ne sais pas, un carnet. Tiens, j'aime bien le mot carnet. C'est un carnet. Donc ici, qu'est-ce que je faisais avec mes classes? C'est que à chaque semaine, on regardait quelles étaient les grandes questions. Donc, on regardait ensemble quelles sont les grandes questions que nous avons vues cette semaine. Et dans le carnet ici, on mentionnait les grandes questions et les élèves répondaient aux questions. Donc, il y avait ici, on pouvait avoir des mots, on pouvait avoir des dessins, des images, et ainsi de suite. Et ce que j'ai remarqué, c'est que lorsqu'on fait des séances durant une semaine, tout est frais dans notre tête et donc, on peut faire cela. Mais ce n'est pas moi qui donnais le carnet. Nous regardions les questions ensemble et les élèves écrivaient le carnet. Ce qui est intéressant avec cela, c'est que les cours durent à peu près, alors il y a à peu près 18 semaines. 18 semaines ici. Alors les élèves qui ont fait ça avec moi, et j'utilisais ça comme une note de communication, après 18 semaines, on se retrouve avec un carnet avec toutes les grandes questions importantes que nous avions vues. Ils avaient mis eux-mêmes les mots, les dessins ainsi que les images. Et donc, ils ont utilisé le carnet pour étudier les tests et utilisent le carnet pour étudier pour l'examen de demain. Et ça, c'était fantastique parce que dans mes classes, je fais les examens à livre ouvert virtuellement. C'est plus facile comme ceci parce que de toute façon, les personnes utilisent les médias sociaux ensemble. Donc, ça, c'est quelque chose à considérer. La personne qui fait les carnets tout au long d'un semestre peut facilement le faire. Donc, ça, c'est une façon ici pour l'examen. Une autre chose que moi, j'aime bien aussi, ce sont des petites fiches comme ceci. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes dans le groupe qui aiment ça, ces petites fiches comme ceci. Ce qui est intéressant, c'est que sur une fiche, on prend comme ceci, on met une grande question, on met les mots, on peut mettre une photo si on veut aussi. Et la beauté de cela,
c'est que lorsqu'on arrive au test, on peut regarder les petites fiches et dire « Ah, ça c'est facile, on les met de côté, ça c'est facile, on les met de côté. » Et dit « Ah, ça c'est difficile pour moi. » Et la personne passe à travers les fiches et quand c'est facile pour eux, ils les enlèvent. Et au fur et à mesure que l'étude arrive, éventuellement, la personne a passé à travers toutes les petites fiches et a toute l'information ici. Ça, c'est quelque chose que l'on peut faire à long terme, bien sûr. Donc, ça ici, ou les fiches, comme cela. La beauté avec les carnets en virtuel, c'est que les personnes ont fait des carnets sur ordinateur. Donc, ils ont fait un fichier, soit ils ont fait comme une présentation, Power Presentation, une personne a fait un Prezi, et il y a aussi, la plupart ont fait des Google Docs. On peut utiliser Microsoft Word aussi. Et le document devient de plus en plus grand et ce sont les notes personnelles. Est-ce que j'ai réussi à répondre à ta question, Sophie? C'est une bonne question. Donc, voyons voir, je vais lui donner la chance de répondre. Et si, Sophie, tu as une question de science de 10e que tu veux que je réponde, je peux répondre à cette question-là aujourd'hui aussi. Donc, je ne vois pas Sophie qui répond à la question. Peut-être qu'elle a besoin de temps pour taper. Je vais aller voir sur ici. Alors, voilà. Alors, il est déjà 11 heures. Oh, Sophie ici, très bien. Alors, très bien. Alors, bonne chance, Sophie, pour ton examen de demain. C'est important. Et puis, tu me diras des nouvelles la semaine prochaine, comment ça a été, si tu veux. Pour les autres, je suis content. Donc, chiffre alphabet, on a Vangelis qui était avec nous aussi. Sophie, ça m'a fait plaisir de t'aider. N'oubliez pas, si vous observez des choses intéressantes du point de vue scientifique, emmenez vos commentaires, vos questions la semaine prochaine. Ça me fera plaisir de vous aider. Merci d'avoir participé avec nous aujourd'hui et je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir.